Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro d'une semaine dans le monde. Retour sur les 3 grandes actualités qui ont marqué cette semaine. Avec nous ce soir, Patricia Alémonia, grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonsoir Patricia. Également avec nous ce soir, Anna Navarro-Pedro. Bonsoir, correspondante de la presse portugaise à Paris. Ziad Limam, comme chaque semaine, directeur du mensuel Afrique Magazine. Et puis Truand, dessinateur et membre de Cartooning for Peace. Merci à vous tous d'être avec nous ce soir. Au sommaire, donc la phase principale de l'offensive israélienne sur la ville de Gaza qui a débuté cette semaine. Des centaines de milliers de personnes ont fui. D'autres, épuisés par les déplacements incessants, font le choix de rester sur place. Le jour même du lancement de cette offensive, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU accusait Israël de commettre un génocide à Gaza. Également au sommaire ce soir, le débat sur la liberté d'expression qui fait rage aux États-Unis après la suspension d'antenne de l'animateur Jimmy Kimmel pour un commentaire jugé désobligeant à l'égard du camp Trump. Le président américain affirme qu'on devrait pouvoir retirer leur licence aux chaînes qui parlent mal de lui. Tollé chez les démocrates qui vont déposer un projet de loi pour défendre le premier amendement de la Constitution. Et Donald Trump qui était par ailleurs en visite d'État au Royaume-Uni. On y reviendra évidemment. Et puis également à la une donc, de l'actualité de cette semaine, cette journée de mobilisation en France ce jeudi, bien suivie dans nombre de secteurs, transport, éducation entre autres. Les 8 principaux syndicats donnent jusqu'à mercredi à Sébastien Lecornu pour répondre à leurs revendications, faute de quoi ils pourraient, disent-ils, repasser à l'action. Et on commence donc par la guerre au Proche-Orient et cette nouvelle étape franchie, encore une dans la guerre qu'Israël livre au Hamas dans la bande de Gaza. La phase principale de son offensive sur Gaza City a démarré, précédée par un déluge de feux nocturnes qui a terrifié les habitants de la ville, dont une grande partie, je vous le disais, a fui direction des zones qui n'ont d'humanitaire que le nom. Le jour même du lancement de cette offensive, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU accusait Israël de commettre un génocide à Gaza. Dans ce contexte catastrophique pour les civils et face à ce qu'Emmanuel Macron qualifie de fuite en avant d'Israël, Paris s'apprête à reconnaître en début de semaine un État palestinien. On va écouter Benyamin Netanyahou. Nos forces opèrent dans la ville de Gaza avec pour objectif de vaincre l'ennemi, mais aussi d'évacuer la population. Nous nous efforçons actuellement d'ouvrir des voies supplémentaires afin d'accélérer l'évacuation de la population gazaoui et de la séparer des terroristes que nous voulons attaquer. Patricia, Gaza brûle, a dit Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, cette semaine, juste au moment de cette offensive. Un mot qui trahit l'intention de faire table rase de cette ville. Certains parlent d'urbicide même. Oui, c'est le mot qui revient effectivement régulièrement, puisque l'armée israélienne tente de pousser pratiquement toute la population de Gaza, c'est-à-dire 2 millions, un peu de difficulté à savoir exactement où en sont les chiffres, sur à peu près moins d'un quart du territoire. Donc effectivement, l'opération s'accompagne de destruction d'immeubles, de tours, on l'a vu. Là, les destructions des tours avaient cessé pour un temps à Gaza, mais là, aujourd'hui, ils ont relancé l'opération en disant, ça y est, maintenant... Les prochaines 48 heures vont être très, très dures pour les habitants de Gaza. Il faut savoir quand même qu'au niveau du bilan, et sans parler forcément sur les termes génocide qui sont souvent utilisés politiquement, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au minimum 64 000 morts depuis le début, effectivement, du conflit à Gaza, sans parler de ceux qui sont sous les décombres. Et depuis le blocus final de ces derniers jours, 440 morts, d'après les décomptes, qui sont sérieux, là pour le coup, morts de faim. Donc sur ces morts de faim, 147 enfants. Donc quand le président Macron annonce qu'il veut reconnaître l'État d'Israël, eh bien ce qu'il veut mettre en avant, c'est, il le dit lui-même, il veut offrir une voie qui ne soit pas celle de la guerre permanente. Et effectivement, on a un peu l'impression aujourd'hui que c'est une guerre sans fin, puisque que va faire, mettons que les 2-3 000 combattants que Netanyahou et l'armée israélienne veut anéantir, qui seraient ceux qui restent, qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on fait après? Alors effectivement, il y a des plans, mais qui pour les appliquer? Tout le monde regarde l'Arabie Saoudite.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait après, justement, Anna? Parce qu'on a beau anéantir le Hamas, l'idéologie, elle, n'est pas anéantie pour eux. Déjà, anéantir le Hamas n'est pas encore fait. Reste à voir s'ils y arriveront. Deuxièmement, oui, et la France n'est pas seule. D'autres pays européens vont reconnaître. Je crois que le mien aussi avait annoncé. Une dizaine d'autres pays. Portugal a annoncé aussi son intention. On verra après au moment de l'Assemblée générale. Mais oui, mais... Pour qu'il y ait 2 États, il faut qu'Israël se retire, il faut qu'il se retire peut-être Gaza, mais qu'il se retire aussi de la Cisjordanie avec les colons. Et là, la Cisjordanie se réduit, les Palestiniennes se réduit comme peau de chagrin. Il parle de l'annexation de ce territoire. L'annexion de la Cisjordanie serait pour lui une ligne rouge. Et il ne faut pas oublier que Donald Trump, l'un de ses plus grands donateurs, la veuve d'un milliardaire, lui avait donné, on ne se souvient pas de son nom là, excusez-moi, mais il avait donné 200 millions de dollars à sa campagne sous condition qu'il reconnaîtrait l'annexion de Cisjordanie par l'État israélien. Et toutes les informations qui venaient des États-Unis indiquaient que le président américain aurait, enfin les candidats à l'époque auraient accepté. Donc, oui, on reconnaît. C'est un pas vers quoi, en fait il n'y a que les pressions économiques, peut-être, pour commencer à faire plier l'État, le gouvernement israélien pour l'instant. En tout cas, Emmanuel Macron dit que cette reconnaissance pourrait être un véritable tremplin pour la paix. Et d'ailleurs, cette reconnaissance, elle n'est pas isolée. Ça fait partie d'un vaste plan porté aussi par l'Arabie saoudite, un plan donc, pour mettre en œuvre cette solution à 2 États. Non, je pense que l'objectif, c'est clairement de faire pression par l'arme diplomatique. D'abord, cette reconnaissance, ça sera assez spectaculaire parce que ça sera les premiers pays du G7, G5 Occident à reconnaître un pays qui est reconnu déjà par plus de 148 ou 149 États dans le monde, ou 150. Donc ça serait très symbolique que la France prenne le leadership, suivi par d'autres. Et du Conseil de sécurité aussi, puisque France, Royaume-uni vont le faire, la Chine l'a déjà fait. Donc je pense que c'est un message politique et symbolique, parce que sur le terrain, il ne se passera rien. La deuxième chose, c'est que ce qu'on sait maintenant, c'est de plus en plus clair que la stratégie de ce gouvernement israélien et de ce Premier ministre israélien, c'est la destruction de Gaza et l'expulsion progressive des gens qui vivent à Gaza. Il n'y a pas d'autre scénario que ça. Pourquoi tous les amener dans le sud ? Pourquoi raser la ville ? Personne n'est prêt à les accueillir. Oui, c'est une autre discussion. Parce qu'en fait, on travaille à la fois sur le temps court de la guerre et on travaille aussi sur le temps long de la création. On l'a dit souvent ici, Netanyahou est porté par quelque chose de très idéologique, la création du Grand Israël. Cette terre nous appartient, il l'a dit publiquement dans les territoires occupés, ce qui était assez fort sur le plan symbolique. Donc on sait ce qu'ils veulent. Les seuls qui peuvent arrêter, et tout le reste c'est de la discussion les États-Unis. C'est les États-Unis, avec une arme très précise qui est l'arme. C'est-à-dire si on coupe le flux, quand Benjamin Netanyahou dit il faut qu'on s'apprête à être Sparte, c'est-à-dire un État autarcique, isolé. D'abord, moi je serais israélien. Je ne suis pas sûr que j'apprécierais l'idée d'être Sparte, même à titre purement égoïste, de voyager dans le monde, de faire des affaires, d'étudier à l'extérieur. L'autarcie, il raconte un peu des histoires, parce que son autarcie n'est valable que si les États-Unis mettent l'argent et mettent les armes. Sinon, l'autarcie, ça n'existe pas. Il y a un accord militaire qui arrive à échéance en 2028 entre les États-Unis et Israël. C'est pas sûr que Trump, qui en a avalé quelques-unes de couleuvres, soit tout aussi cool quand il va s'agir de parler de milliards. Ça, c'est un truc qui l'énerve en général, c'est donner. Donc, il peut peut-être essayer de changer le partenariat. Et puis, il y a les sondages qui sont aux États-Unis très impressionnants. Il y a une couverture de The Economist cette semaine qui dit « How Israel is losing America », avec des sondages chez les démocrates, mais aussi chez les républicains, pour des raisons diamétralement opposées, de la perte d'influence d'Israël dans l'opinion publique. Et on sait que l'opinion publique, c'est ce qui finit par influencer les politiques. En tout cas, pour l'heure, ce lâchage n'est pas du tout à l'ordre du jour. Oui. Marco Rubio s'est rendu sur place cette semaine, et c'est quelques heures après son départ que cette offensive a été lancée. Quand vous leur dites qu'on a dépensé 3 000 milliards de dollars depuis je ne sais pas combien de temps pour Israël, et qu'on est en guerre et tout, ça leur plaît pas. C'est pas leur agenda, c'est pas ce qui était prévu
par l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump, c'était l'autarcie américaine et la paix dans le monde. Oui. Emmanuel Macron, en tout cas, s'inscrit avec cette reconnaissance annoncée dans une tradition française, disons, qui remonte au général de Gaulle. Oui, enfin, je ne sais pas s'il s'inscrit dans une tradition française. En tout cas, le président veut marquer, parce qu'il ne lui reste plus grand-chose en France à s'occuper, donc il occupe le terrain international. Mais c'est vrai qu'il a relancé un mouvement, et surtout avec les négociations en parallèle qu'il a. Vous savez, le voyage à Riyad, en décembre, le voyage d'État du président Macron, était très important. Depuis, avec Riyad, c'est noué quelque chose, et après, tout ça s'est peaufiné durant les mois passés, jusqu'à son voyage en Égypte, etc., etc. Mais ce qu'il a amené, il a quand même amené les pays arabes, en particulier le Qatar, à condamner le 7 octobre. À condamner et à dire le Hamas c'est fini. Donc c'est pas rien malgré tout. Il a fait des poussées, même si on est dans le verbatim, même si on est dans les mots. Quant à savoir ce qui pourrait faire bouger Israël, parce qu'il y a eu cette conférence de presse hallucinante de Benjamin Netanyahou lundi, qui a dit, en grosso modo à son pays, il faut qu'on s'organise parce que personne nous aime, donc on va tenir le coup. Donc, je résume grossièrement, mais c'est ça. Il y a Trump, évidemment, comme l'a très bien dit, mais il y a aussi... l'opinion publique israélienne. Non, il y a l'opinion publique américaine avec les évangélistes. Si les évangélistes qui sont totalement sionistes, comme ils se disent, un jour devaient lâcher Israël, ça serait dramatique, on n'en est vraiment pas là. Et puis, il y a les États du Golfe. Parce que les États du Golfe, l'hubris, ils en commencent un peu, même si... mais ça commence à les fatiguer, l'hubris israélien. Et comme les Émirats a dit, il ne faudrait pas recommencer parce que les accords d'Abraham. Et les accords d'Abraham, c'est la grande gloire de Trump. Donc, c'est pas tant que les pays du Golfe rejetteraient les États d'Abraham, c'est que la colère des pays du Golfe mettrait Donald Trump en porte-à-faux sur toutes ces grandes victoires internationales. Donc ça, ils ne le supporteraient pas. Donc, si vous voulez, mais les pays du Golfe aimeraient quand même globalement que tout s'apaise pour faire du business avec Israël, mais nous n'en sommes pas là parce que maintenant, l'Arabie saoudite est ferme sur les prix. Il faut avancer sur la solution avec la Palestine. Mais à l'avenir, cette politique tellement myope de ce gouvernement israélien, ils sont en train de perdre la jeunesse, même américaine. Quand cette jeunesse arrivera, quand cette génération arrivera, des deux bords d'ailleurs, quand elle arrivera au pouvoir, parce qu'elle va arriver un jour au pouvoir, beaucoup d'entre eux, il n'y aura pas la même sympathie pour l'État d'Israël dont ils bénéficient maintenant. Donc c'est vraiment hypothéquer l'avenir de l'État sur un entêtement absolument criminel et suicidaire à la fois. Il se passe des choses surprenantes quand vous voyez que l'Arabie saoudite signe un deal avec le Pakistan, avec beaucoup de publicité. C'est-à-dire, en gros, le texte dit, ceux qui attaquent le Pakistan attaquent l'Arabie saoudite, ceux qui attaquent l'Arabie saoudite attaquent le Pakistan. Je rappelle que le Pakistan est une puissance nucléaire, la seule du monde musulman. Donc, c'est pas totalement anodin ce deal. C'est pas totalement anodin ce rapprochement du Pakistan avec les pays du Golfe, parce que ça va suivre. Les Qataris vont jouer un rôle. Tu parlais de l'importance de la diplomatie du Golfe. Donc, on voit bien que les cartes, elles bougent et que le risque pour les Israéliens, c'est la perte de contrôle malgré le militaire. Et pour les Américains, c'est ce que tu disais, c'est la perte d'influence dans une région qui reste malgré tout essentielle. Peut-être pas la sécurité d'Israël prime surtout, mais le business, l'argent, la famille Trump, on l'a dit souvent ici, qui construit des hôtels de luxe au Qatar et aux Émirats, des golfs, les gens qui ont investi là-bas, les milliardaires de la tech qui voient ces milliards qui vont être investis dans l'AI, à Dubaï, à Abu Dhabi, à Doha, etc. Les gars te disent, mais on va pas perdre de trésor là, il faut qu'on se calme. Et tout ça joue en même temps. Le drame, c'est que sur le terrain, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une pause. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle... Aujourd'hui, c'est pire. Aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils allaient avoir l'attaque la plus... Voilà. Je ne sais pas, ils ont utilisé un mot, les Israéliens, l'état-major, pour dire... C'est pour faire peur aussi. C'est pour que les gens partent et que la ville soit fantôme. Voilà, et Israël dit que 480 000 personnes sont déjà parties. Bon, des chiffres qui sont contestés par la défense civile de Gaza. Anna, un dernier mot sur ce sujet. Juste très rapidement, n'oublions pas que ce manque de lustre de Trump dans la région et des États-Unis dans la région sera bien mis à profit par la diplomatie chinoise qui a déjà commencé souvenons-nous de l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran et qui n'est pas du tout absente. Donc à surveiller peut-être ce front-là aussi. Les dessins sur ce premier thème.
Oui, alors moi je vais vous montrer 4 dessins des 4 coins du réseau Cartooning for Peace. 4 dessins muets. Je ne sais pas si c'est parce que les dessinateurs n'ont plus rien à dire qu'ils n'ont pas déjà dit. Un premier dessin qui nous vient d'Algérie, du dessinateur que vous voyez souvent ici, Dilem, qui se passe de commentaires, qui parle effectivement du sort des Gazaouis et du demi-million qui a déjà été déplacé. Un second dessin qui nous vient lui du Brésil, d'Amorim, sur le même thème, qui euphémise un petit peu le parcours à venir des Gazaouis, qui est à minima un labyrinthe, mais qui risque d'être bien pire et bien plus long. Un parcours sans fin, comme Patricia le mentionnait pour la guerre. Un troisième dessin qui nous vient, lui, de Jordanie, d'Emma Dajjaj, qui a été publié dans Al-Arabi Al-Ajid, que je trouve très beau, très intéressant et très fort. Qui décline alors je ne sais pas si vous le voyez, une silhouette agenouillée, à la fois qui représente les Gazaouis, les corps de Gazaouis, ce qui reste de la ville, et en sous-sol les otages qu'il ne faut pas oublier. Et pour finir, en dessous du tank, les rainures des roues du tank qui finissent par tout écraser, et qui est une espèce de métaphore pour le fait que la violence finit, en tout cas, continue de tout écraser, y compris, ce sera le dernier dessin, qui nous vient d'Afrique du Sud, du dessinateur Brandon, qui a été publié dans Business Day, y compris, disais-je, dans les négos, où, alors, frappe au Qatar, frappe au Yémen, dernière conférence de presse qu'on évoquait ici, il ne semble pas que la table résiste aux méthodes de négociation de Netanyahou pour l'instant. Merci beaucoup, Truand, pour ces premiers dessins. Deuxième thème d'une semaine dans le monde ce soir, le débat sur la liberté d'expression qui refait rage aux États-Unis après la suspension d'antenne par la chaîne ABC de l'animateur vedette Jimmy Kimmel pour des commentaires jugés désobligeants après l'assassinat de l'influenceur pro-Trump Charlie Kirk. Donald Trump se félicite de cette décision. Il menace à présent de retirer les licences des chaînes qui le critiquent. La suspension de Jimmy Kimmel ne sera pas la dernière du genre, avertit de son côté le président de l'agence américaine chargée de réglementer le contenu des émissions. Face à cette situation, les démocrates prévoient de déposer un projet de loi au Congrès pour défendre le premier amendement de la Constitution. On va écouter tour à tour Jimmy Kimmel, c'était lundi, puis Donald Trump mercredi, depuis le Royaume-Uni où il était en visite d'État. Nous avons atteint de nouveaux sommets avec le gang MAGA qui a désespérément tenté de présenter ce jeune qui a assassiné Charlie Kirk comme quelqu'un qui n'était pas l'un des leurs et qui veut en tirer un avantage politique. Jimmy Kimmel a été viré parce qu'il faisait de mauvaises audiences et il a dit une chose terrible à propos d'un grand gentleman, Charlie Kirk. Et Jimmy Kimmel n'est pas une personne talentueuse. Il aurait dû être viré depuis longtemps, donc vous pouvez parler de liberté d'expression ou non. Il a été licencié pour son manque de talent. Ziad, on vient d'entendre donc cette séquence de Jimmy Kimmel. Il accuse en gros les Républicains d'exploiter politiquement l'assassinat de Charlie Kirk. Bon, il dit rien de très grave, de très hallucinant. Sa suspension donc ensuite a suivi. C'est le retour de la censure, voire du macartisme, comme le dit l'association de défense des libertés publiques ACLU. Ah non, mais c'est très clair qu'il y a une offensive de la Maison-Blanche et du cercle rapproché, parce que ça concerne vraiment le cœur du pouvoir Trump, qui utilise toutes les armes que donne le pouvoir fédéral. Et ce n'est pas des petites armes. On peut détourner, par exemple, l'utilisation d'une institution comme la FCC. La FCC n'est pas censée mettre le nez dans les programmes. C'est une institution de régulation, c'est comme l'ARCOM. On peut aller voir, mais c'est pas... On a plus, hein, mais c'est même pas l'ARCOM. C'est même pas l'ARCOM. Donc, en fait, ils utilisent tous leurs instruments pour... Dans la séquence avec Kimmel, il y a cette première partie qui effectivement est très politique, où il dit la manipulation MAGA, mais il y a la deuxième partie qui est violemment anti-Trump, avec un passage, une image, où en gros, il dit « Oh, il est très éprouvé par la perte de son ami », et on passe une image de Trump répondant à une question à un journaliste. Le journaliste lui dit « Mais comment allez-vous après la perte de votre être cher ?» Il dit ça « Oui, enfin oui ». Et puis il se tourne vers le jardin de la Maison-Blanche, je crois, et il dit « Vous avez vu ce qu'on a fait dans la Maison ?» Donc c'est surréaliste. Donc c'est ça qui a heurté, je pense, la Maison-Blanche. Mais on parle de Kimmel, mais Colbert aussi va être viré, qui est l'autre grande personnalité des talk-shows. C'est la guerre contre les universités, c'est les procès à 20, 30, 40 millions de dollars contre le New York Times, qui est pourtant pas un firebrand révolutionnaire
révolutionnaire. Enfin bon, c'est pas non plus, voilà. Donc il y a une volonté de mettre les États-Unis au pas face à une société civile très active, mais un parti démocrate complètement démantelé, avec un leadership fatigué, contesté de l'intérieur par sa branche de gauche, avec des gens qui sortent, avec des juges qui essayent de survivre, parce que ça aussi, les juges essayent de garder leur rôle, et un congrès, c'est l'image la plus frappante en fait, c'est-à-dire que le Congrès américain a été mis au pas, littéralement, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à voter des textes pour justifier ce que fait le président. Donc on est vraiment dans une situation qui est grave, parce que, après tout, si ça concernait que les États-Unis, grand bien leur face, entre eux, qui trouvent une solution, mais c'est quand même une des grandes démocraties occidentales, et si celle-là s'effondre sous le poids d'une droite populiste, nationaliste dure, ça veut dire que les droites populistes, nationalistes dures en Europe vont être portés par cette vague, et que ce qui a été fait aux États-Unis peut parfaitement arriver en Europe, en disant vous savez, ils ont free speech. Alors les types, ils ont inventé un truc, c'est non, free speech, ok, mais hate speech, c'est pas bon. Mais hate speech, c'est eux qui ont défini ce que c'est le hate speech. Donc d'un seul coup, tous les fondements, pour ceux qui ont voyagé, qui connaissent ce pays, free speech, c'est la base. Et qu'un président et que son équipe disent « Ah ben non, free speech, ça se discute. Non. C'est l'effondrement. Article de la Constitution, sur la liberté d'expression. Premier amendement. Premier amendement de la Constitution américaine. Et Anna, je le répète, Donald Trump, pour qu'on réalise bien, Donald Trump affirme qu'on devrait pouvoir, dans l'avenir, retirer leur licence aux chaînes où l'on parle en mal de lui. Il n'est jamais allé aussi loin dans justement cette attaque de la liberté d'expression. Est-ce que d'ailleurs c'est encore une démocratie? On parlait de démocratie, Ziad. On n'est pas plutôt, on se dirige pas plutôt vers un régime autoritaire? Il y a des éléments qui nous font craindre qu'elle n'en reste pas une. Vous parliez de macartisme au début. Oui, c'était une période préoccupante et les États-Unis ont su la dépasser. Donc, des années 50. Sorcières, communistes, etc. Mais je crois que là, la dimension, c'est plutôt de culte du chef mise en avant. C'est ceux qui disent du mal de Trump ou qui critiquent son action, qui doivent être silencieux. Silencieux, on dit ça en français. Silencieux, oui. Et donc, c'est beaucoup plus grave, peut-être pour deux raisons. L'une, c'est que c'est fait au vu et au connu de tout le monde et sans qu'il y ait vraiment une contestation. Les autres représentants démocratiquement élus n'arrivent pas à contrecarrer cette action. Deuxièmement, peut-être encore plus important, il a avec lui une technologie qui n'existait pas du temps du macartisme et qui permet aujourd'hui d'exercer ce contrôle. Il y a des éléments dont on nous parle au niveau de ce qui est en train d'être fait, de mettre toute la population des États-Unis sur fichier. Ça a traque sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça a commencé avec Elon Musk, mais ça continue avec Peter Thiel, qui est Palantir, donc une des entreprises qui travaille main dans la main avec la CIA et avec cette administration maintenant. Et donc, effectivement, cette technologie va peut-être alimenter cette dérive, cette sortie de démocratie aux États-Unis. Et c'est effectivement extrêmement préoccupant parce que regardez par exemple un exemple, le Venezuela. Attaqué par Trump, disant que c'est un État narco, mais la tête d'un président élu a pris 50 millions de dollars, mais il se permet de pulvériser des bateaux qui sont sur les eaux du pays. Même international. Même international, sans aucune preuve de ce qu'ils avancent, que ce seraient des trafiquants. Et encore, ce seraient des trafiquants, peut-être qu'il faut encore qu'il y ait une justice. Et donc, ça nous indique qu'il y aura une brutalisation de l'exercice du pouvoir de pair avec cette diminution de la démocratie qui est extrêmement préoccupante pour les États-Unis et pour tout le reste du monde. Patricia, sur cette potentielle dérive autoritaire, je ne sais pas si on peut encore déjà l'appeler comme ça, mais en tout cas, ça reste inquiétant. On est sur la pente vers l'autocratie. Hein. Là, il faut le dire très net, la pente est de plus en plus pentue, j'ai envie de dire. C'est ça le souci. Alors, quel est ce... Trump a mis très astucieusement tous ses pions dans... C'est comme si on dit qu'il est impulsif, qu'il ne réfléchit pas. Pas du tout. C'est très méthodique. Quand il a nommé ce monsieur Bradley Kerr à la tête de cette grande autorité, en quelque sorte, de régulation, il a quand même dit ce jour-là, je nomme le champion de la liberté de parole.
mais la liberté de parole version MAGA. C'est-à-dire, effectivement, pas pour les opposants, quoi. Tout ce qui est dit quelque chose contre moi, eh bien, ce n'est pas de la liberté de parole, il faut le supprimer. Et par rapport à ça, où on voit donc qui pose tous ses pions, il poursuit toutes les grosses entreprises qui possèdent finalement, ou ABC, ou CBS, etc., qui n'hésitent pas à payer après, parce qu'il les poursuit en justice. CBS, en juillet, a payé, c'est pas la bibliothèque Trump, mais c'est un autre fonds Trump, parce que, soi-disant, durant la campagne, ce qui est exact, durant la campagne, ils avaient passé une interview de Kamala Harris qui avait déplu à Trump. Donc il a accusé et hop. Et pourquoi CBS et toutes les chaînes de télévision comme ABC parce qu'ils sont possédés par des gros trusts financiers derrière. Et ces trusts financiers derrière, ils veulent faire actuellement des accords grossir. Et pour grossir, il faut le fameux accord de cette haute autorité. C'est elle son point fort. Donc, s'ils ne plaisent pas à Trump, pas d'accord. Donc, effectivement, toutes ces entreprises de presse qui sont possédées par des entreprises qui veulent faire du business, eh bien, sont soumises à une pression de Trump. Et j'en finirai par un dernier point. Quant aux démocrates, ils ne poursuivent pas en justice. Ils veulent faire une loi. Un projet de loi donc, au Congrès pour protéger le premier amendement. Oui, alors, un projet de loi pour protéger la liberté d'expression. Enfin, le Congrès est totalement à la main de Trump. Donc, qu'est-ce que c'est ces démocrates qui veulent faire un projet de loi? Alors, ils veulent débattre. Ils appellent les Républicains à se désolidariser de leur leader. Ça, bonjour, la tentative. C'est pas gagné. Voilà. Et rien en justice pour l'instant. Voilà donc pour ces débats aux États-Unis, alors que la polarisation continue de s'accentuer sur place dans le sillage, donc on l'a dit, de l'assassinat de Charlie Kirk. Donald Trump était en visite d'État au Royaume-Uni pour la deuxième fois, même ce qui est inédit. Il a été accueilli, on l'a vu, de manière grandiose par la famille royale, qui n'a pas lésiné sur les moyens. Jeudi, c'était au tour des négociations avec le Premier ministre Keir Starmer, autour notamment des investissements de part et d'autre de l'Atlantique. Ziad, visite d'État donc. C'est la deuxième fois pour Donald Trump. La première fois, je crois que c'était en 2019. Là, il n'a pas caché son plaisir d'être accueilli avec grand faste. Du côté du Royaume-Uni, le message, c'est quel que soit le locataire de la Maison-Blanche, on va continuer à entretenir cette relation privilégiée entre les deux pays. On va d'autant plus continuer à l'entretenir qu'à cause du Brexit, on s'est retrouvé une île au milieu entre les deux et que notre force britannique de frappe est assez faible. Donc il faut que... Bon, alors les Européens, on renoue des liens, on rediscute, c'est quand même le marché principal, mais stratégiquement, il ne faut pas perdre les États-Unis, c'est très important. Mais quand même, toute cette séquence, c'est quand même pathétique. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'adore l'Angleterre. On en parle souvent tous les deux. De quoi on se couche à nouveau devant Donald Trump? C'est pas du couchage. C'est-à-dire que, d'abord, on a un roi dont on sent le pauvre, mais c'est Caribessila pour lui. C'est-à-dire, il va à Canossa, il est libéral. Il est développement durable. Écolo. Il est écolo. Il est anti-lobby pétrole, etc., etc. Et on lui dit, désolé, il faut en refaire une de visite d'État. Puis c'est tout le tralala, le char, le truc, etc. Deuxièmement, c'est pas populaire. Le carrosse. Le char, c'est un autre. Si on regarde les réseaux sociaux, les Anglais sont... Enfin, à part les MAGA anglais, qui sont maintenant une force qu'il faut... Et on a vu d'ailleurs la démonstration de force le week-end dernier, 100 000 personnes dans les rues de Londres. Oui, enfin, les manifs pro-palestiniennes, c'est 500 000 aussi. Enfin, je veux dire, il ne faut pas trop rentrer dans ces chiffres, mais disons que le Reform UK et la droite du Reform UK commencent à être une force vraiment importante. Mais dans les réseaux sociaux, les Anglais sont vent debout contre ça, parce que ça coûte, excusez-moi des termes, une blinde. Le dîner, ils ont regardé le prix, et ça a coûté je ne sais pas combien de millions, alors qu'on est dans une situation catastrophique. On a ce Premier ministre, le pauvre, lui aussi, excusez-moi, qui est en conférence de presse et est obligé de se la boucler au moment où l'autre dit mais non, mais Kimmel a une tanche, c'est pour ça qu'on l'a viré. Mais tout ça est pathétique. L'Angleterre, le Royaume-Uni. Alors, ils ont eu un petit bout avec un peu d'argent et des projets, etc. Mais il faut aussi se rendre compte que... Ils voulaient des investissements, ils les ont eu en tout cas. Il faut se rendre compte que pour les États-Unis, l'Angleterre, c'est dans leur stratégie globale de business, de commerce, etc., c'est pas grand-chose. L'Europe, c'est beaucoup plus important. 460 millions, c'est eux qui peuvent vraiment nous poser un problème. La Chine, c'est beaucoup plus important. Donc, c'est tout ça qui est un peu gênant et qui illustre aussi quand même la faiblesse du pouvoir actuel anglais. C'est-à-dire que c'est quand même un type qui a été élu il y a 2 ans.
qui a plus de 400 députés, qui est déjà en crise interne Il absolue. est deuxième parti maintenant. Il a perdu son numéro 2, il a viré son ambassadeur. Mais justement, avec tous ces investissements américains qui sont annoncés, est-ce que Keir Starmer peut remonter la pente au niveau de l'opinion publique britannique? Je ne pense pas, parce que d'abord, ces investissements, il faut voir s'ils vont bien arriver. Parce qu'il y a des investissements privés, Google et Microsoft. Oui, c'est ça, Microsoft donc, va injecter 25 milliards d'euros sur 4 ans. Alors certains déjà disent que du coup, ils se mettent totalement dans la main des États-Unis sur un plan technologique. Et puis surtout, ce que Keir Starmer espérait, c'était renégocier les fameux accords de soi-disant 10%, et dans ces accords, il y a des clauses qui sont totalement des clauses de vassalité par rapport à l'économie américaine. Et des problèmes qui ne sont pas réglés comme l'acier. Et l'acier qui est toujours à 25%, etc. Donc il espérait pouvoir renégocier ces deux petites clauses qui sont très préjudiciables à l'économie britannique et puis en finir à peut-être faire baisser l'acier, etc. Rien. Et effectivement, comme l'a très bien dit Ziad, on le voit même sourire de temps en temps quand il parle de la liberté d'expression ou alors quand il dit qu'il faudrait lancer... alors, il n'a pas répondu, là. Pourquoi vous n'utilisez pas l'armée pour régler votre problème de migration? Là, Keir Starmer ne dit rien. Enfin, je veux dire, c'était l'ancien grand empire. Le Royaume-Uni, c'est le plus grand empire du 19e siècle. Alors, nous aussi, on était un empire. Le soleil se couche jamais. Voilà, exactement. Et regardez, là, aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, la crise économique? Effectivement, le mécontentement, le populisme, comme partout en Europe. Le parti d'extrême droite qui fait 33% s'il y avait des élections et les travaillistes qui font plus que 20%. Enfin, voilà, ça y est, tout est écrit. Donc, il est temps que... je ne sais pas, mais enfin, il est temps de faire quelque chose. Et il est temps de voir les dessins, surtout. Est-ce que sur ce déclin britannique que Patricia décrit, ça a inspiré? Oui, alors moi, je vous propose en 3 dessins de revivre étape par étape la visite de Trump. Puisqu'on n'a, je crois, pas vu les images. Donc, arrivée de Trump sur un tapis rouge dont on voit émerger... des crânes, le Ku Klux Klan, des armes, tout ce qu'a déployé du nucléaire ou des hydrocarbures, tout ce qu'a déployé Trump. Les grandes valeurs, quoi. Voilà, les valeurs MAGA jusqu'en Angleterre. Un second dessin, ce premier dessin nous vient du Maroc, du dessinateur Derkaoui. Toutes mes excuses. Un second dessin qui nous vient de Bulgarie, lui. Alors Trump a un petit peu avancé. Et il arrive devant Charles, le roi Charles. Donc un dessin qui nous vient de Bulgarie, du dessinateur Komar. Un roi qui a toujours son sparadrap sous la forme d'une traîne royale et de la liste Epstein, qui lui a pas été mentionnée, mais qui a failli lui être projeté. Il a eu très très chaud. Y compris la veille où ça a été projeté sur le château. Et un dernier dessin que je vous ai concocté pour l'émission. Donc la fin de la visite et un petit, avec Trump qui est très content, et un passage par la boutique souvenir où il pourra effectivement se faire des deals sur l'IA, du golf, des droits de douane, etc., etc. Et un petit clin d'œil aussi au premier sujet, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Disney, c'est peut-être Trump qui a demandé la tête de Kimmel, mais c'est Disney qui a obtempéré. Oui, absolument. Très beau clin d'œil. Merci Truand. Dernier thème d'une semaine dans le monde ce soir, la mobilisation en France. Ce jeudi, à l'appel de l'intersyndicale, 1 million de personnes dans la rue selon la CGT, moitié moins selon le ministère de l'Intérieur. En tout cas, sans incident majeur. Étaient réunis ce matin donc les 8 principaux syndicats qui donnent désormais jusqu'à mercredi prochain au Premier ministre Sébastien Lecornu pour répondre à leurs revendications, faute de quoi ils pourraient, disent-ils, repasser à l'action. On va écouter quelques manifestants, c'était ce jeudi. Au-delà des revendications syndicales, des revendications immédiates des jeunes et travailleurs, c'est la revendication d'en finir avec ce gouvernement qui, depuis maintenant 8 ans, s'attaque à la sécurité sociale, aux retraites, aux jeunes, qui empêchent d'étudier. Il y a un ras-le-bol qui s'installe. Les gros salaires par rapport aux gens qui triment à longueur de journée, ça marche plus. Au niveau de la santé, c'est assez dramatique, comme ça y est, ça fait un bout de temps qu'on est dans une médecine à 2 vitesses, mais là j'ai l'impression que ça s'accélère encore plus avec la différence entre ceux qui ont les moyens de se payer des soins privés et les autres. Patricia, l'ultimatum est donc posé pour mercredi. Il faut répondre à cette colère de la rue. Qu'est-ce qui, à ce stade, pourrait désormais faire apaiser un petit peu la situation? Alors, on remarque une chose. D'abord, c'est mercredi, donc c'est après la grosse séquence de New York pour le président de la République. Les syndicats ont quand même été élégants.
Ils n'ont pas dit lundi ou mardi, ils ont laissé le président faire son show à New York, enfin pas son show, puisque c'est quelque chose de très important. Et donc, ils ont poussé l'ultimatum à mercredi. On remarque une deuxième chose, c'est que pour l'instant, le Premier ministre est d'une extrême discrétion. Il ne dit pratiquement rien. Il égrène, finit les 2 jours fériés. C'est volontaire, hein, il a dit voilà, c'était l'un de ses mots d'ordre, la discrétion. Il enlève des petites choses, mais il ne se révèle pas. Donc les syndicats, eux, disent qu'ils sont en position de force, en particulier la CGT, on l'a vu, elle était très très ferme là-dessus. Même le Parti socialiste menace de censurer. Alors tout le monde fait monter les enchères. Et le problème, c'est que souvent, j'ai remarqué dans le passé, notre président, quand en face, ça tape dur, il a tendance à reculer. Et donc là, on peut s'attendre à ce que l'exécutif recule. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas trop reculer parce qu'on a les agences de notation, on a tout ça, l'économie qui trinque. On est dans un déficit et il faudrait faire les efforts comme avait fait le Portugal et on en est très loin. Dans les pays comme l'Espagne et le Portugal, baisse de salaire. Tout le monde compris. Enfin, je veux dire, la retraite, c'est pas 62 ans, hein. Chez vous 67. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut voir si on veut se retrouver sur une île, les Français, tout seuls, où effectivement, bon, alors il y a des revendications sur le déséquilibre et l'inégalité finalement salariale. Il y a des revendications qui sont totalement justifiées. Mais comment... Et puis au-delà de ces revendications, il y a aussi juste un ras-le-bol général, une colère, non ? On n'est pas seul au monde, la France. C'est ça l'histoire. On est dans un environnement international avec des pays européens qui avancent et qui avancent sans nous. Ziad, Patricia a commencé à en parler. 2 mouvements sociaux en une semaine, 0 réaction officielle de l'Élysée, qui délègue ça donc au Premier ministre Sébastien. Qui lui-même délègue ça. Oui, on ne sait pas qui. Alors que c'est bien Emmanuel Macron, qui est au cœur de cette colère. Est-ce que ça l'aggrave, du coup, cette prise de distance, le fait qu'il s'occupe que des sujets internationaux ? Non, je pense que son calcul, c'est de se dire, il ne faut pas que je parle trop tôt, il ne faut pas que je parle trop tard. Quand est-ce que j'interviens ? Est-ce que si c'est pour aller défendre un Premier ministre qui va sauter, pas très intéressant. Donc il se met dans cette position un peu jupitérienne pour voir ce que la bagarre va donner. Et je pense qu'il se réserve pour un moment plus, disons, à la hauteur de ce qu'il peut dire pour que ça ait de l'impact. Mais il sait aussi que, on l'a dit suffisamment ici, c'est très difficile pour lui d'exister à 1 an et demi, ou grosso modo 2 ans d'une élection présidentielle. Ça se dévitalise, tout le monde fait ses calculs, chacun prévoit son destin. Et donc lui, il faut qu'il trouve un espace dans tout ça, c'est très compliqué. Après, moi, je suis pas... je suis un peu étonné par l'unanimisme, révolte sociale, etc. Moi, je pense que d'abord, les 2 journées ont été efficaces, mais pas spectaculaires. La deuxième chose, c'est que les syndicats ont repris une certaine influence, mais quand on regarde, ils ne représentent... Surtout sur les partis qui ne trouvent pas de terrain de compromis pour le budget. Non, mais les syndicats jouent leur rôle alors qu'ils avaient un peu disparu de la scène, donc ils jouent leur rôle en ce moment. Mais c'est aussi des syndicats dont la principale force, il faut quand même le rappeler, c'est de s'appuyer sur le secteur public. Parce que les entreprises, les 2 journées qui ont été concernées, il n'y a pas eu de grève, les gens ne se sont pas arrêtés. Le télétravail a changé aussi les règles de la grève, c'est-à-dire que maintenant, tout le monde s'adapte plus ou moins. Donc, il y a des inégalités, ça c'est très clair en France, mais qui sont aussi moindres qu'ailleurs. C'est-à-dire que les gens les plus riches de ce pays payent le plus d'impôts en Europe. Il y a quand même de la redistribution. Donc c'est le modèle qui est cassé, c'est le modèle qu'il faut réformer. Mais ce que disent un certain nombre de gens, c'est pas à nous on ne sera pas les seuls à payer. Et là, il y a un argument. C'est-à-dire qu'il faut absolument que s'il y a un effort massif à faire, il faut que tout le monde rentre dans l'effort massif, même s'il y a un risque qui est que la taxation dans ce pays, qu'elle soit les impôts, mais aussi les charges sociales, etc., est déjà très élevée par rapport aux revenus de ce pays. Et Anna, comment est-ce que tout cela est vu par la presse étrangère, à laquelle vous appartenez ? Comment ils ont réglé le problème aussi en règle générale, on baisse un peu les bras. On avait grand espoir en 22 que la France irait apprendre le parlementarisme, qu'elle irait apprendre la négociation au Parlement, etc. Évidemment, on a tous été très déçus. Et puis... on baisse les bras et on tombe dans la facilité en disant bon, mais est-ce que la France finalement est-elle ingouvernable ? Bon, la question n'est
peut-être par là, la question est peut-être de savoir s'il y a quelqu'un de compétent et capable de gouverner aussi en France, en ce moment, dans la configuration politique actuelle, des élus actuels. Donc ça, c'est la première question. Donc ce blocage ne nous annonce rien de bon pour l'avenir de ce gouvernement. Et par contre, ce qu'on ne voit pas depuis le début de cette crise financière, c'est, on a parlé du Portugal, de la Grèce, de l'Espagne, on a fait énormément de sacrifices. Ça a été utilisé beaucoup des tactiques de conditionnement des populations, du dolorisme catholique, notamment au Portugal et en Espagne et en Irlande plus tard pour d'autres raisons. Mais ça a été énormément utilisé pour amener les gens à accepter les mesures qui étaient extrêmement violentes, baisse des salaires, baisse des pensions, augmentation des heures de travail, sans rémunération, les fériés supprimés, etc. Ce qu'on ne voit pas ici, d'ailleurs, pour les questions des fériés en France, ça a été très curieux parce que dès que François Bayrou avait annoncé ça dans son discours, j'ai dit tout de suite, ça c'est du grain à moudre, ça passera jamais en France. Donc c'est du grain à moudre pour abandonner dans la négociation. Ça a créé une polarisation dans ce pays absolument extraordinaire. Et ça nous a beaucoup, beaucoup étonnés. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est dire, le gouvernement dire, on doit faire des sacrifices, mais qui va les faire? Et puis ensuite, pourquoi faire? Comment? Qu'est-ce qu'on va faire en échange? Par exemple, la loi Zucman est en train à nouveau, je rappelle, taxer de 2% les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Eh bien, cette loi est en train de polariser à nouveau d'une façon extraordinaire les Français et l'opinion publique française. Et il faudra faire très attention. Alors que cette proposition de Gabriel Zucman, de l'économiste, avec d'autres économistes, était faite pour permettre aux pays européens de trouver des ressources financières pour faire face à l'accroissement de dépenses de défense, annoncé par Ursula von der Leyen plus tôt cette année. Donc, cette affaire est en train de devenir absolument hors de contrôle dans ce pays. Mais, par exemple, pourquoi pas dire, on a fait des calculs. Un dernier mois, hein, parce qu'on va passer. On a fait des calculs chez nous, on a vu, ce qu'on ne voit pas les calculs faits en France d'une façon posée. On les a fait chez nous, on a dit, on va gagner 200 millions s'il applique. Est-ce que ça vaut la peine, vraiment ? Première chose. Deuxièmement, cette loi, on pourrait dire, et je finis rapidement, on pourrait dire peut-être, on va le faire, cet argent-là qu'on va dégager va servir pour les PME, parce qu'elles donnent beaucoup d'emplois dans ce pays, et elles sont asphyxiées. Ça pourrait être compris par les Français, mais non, rien de tout ça. Truand, les dessins sur ce thème. Alors, j'ai 4 dessins qui couvrent les 4 thèmes français de la semaine. Un premier qui nous rappelle qu'on a quand même tous l'impression de déjà vu. On voit ici 2 petits poissons rouges, le premier sous la forme d'Emmanuel Macron et le second sous la forme du nouveau Premier ministre. Un dessin de CAC qui est paru dans l'opinion. Le second disant au premier, on est déjà passé par là, non ? Et c'est vrai que c'est un peu l'impression qu'on a d'une recherche de majorité pour voter un budget. Un second dessin, toujours français, du dessinateur Piette. Alors l'autre question, c'est est-ce que le nouveau Premier ministre, avec un petit clin d'œil à Robert Redford, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, est-ce que le nouveau Premier ministre va buter sur la même haie que ses prédécesseurs, à savoir le budget. Un troisième dessin pour compléter la vision d'Anna sur la vision de nos chers voisins sur ce qui se passe en France. Donc un dessin de Kroll, paru dans Le Soir cette semaine, sur les manifestations qui leur paraissent un petit peu des manifs à vide, puisque le Cornu est à peine arrivé, qu'on demande dans cette émission. Il n'y a pas forcément de projet de budget finalisé, pas de gouvernement, donc ça paraît un petit peu incongru de la part de nos voisins belges. Et un dernier dessin pour conclure la séquence, parce que c'est quand même effectivement ce qui cristallise tous les sujets, toutes les discussions depuis 2 semaines. Super Zucman, alors qui cristallise dans les deux sens. Hein. C'est soit un super-héros qui va sauver la France, soit un super-vilain qui va la mettre à genoux. Voilà pour moi. Merci beaucoup Truand pour ces dessins. Merci Patricia, Anna et Ziad d'avoir participé à cette émission. Juste avant de se quitter, une très grosse pensée pour les Français. Cécile Collère et Jacques Paris, toujours détenus en Iran depuis le 7 mai 2022, 1231 jours. Également pensée pour le jeune franco-allemand Lennart Monterlos, arrêté le 16 juin dernier. Nous ne les oublions pas et adressons nos pensées à leur famille. Cette émission est à retrouver sur notre site internet. Restez avec nous sur France 24.